c'est moi qui vous remercie, Lynn, et je remercie évidemment Nathalie Goulet de vous avoir permis avec elle d'organiser ce colloque ici au Sénat. Et ce qui nous a permis, 10 ans après, de nous souvenir, de ne pas oublier et de réfléchir à comment continuer pour que justice soit pleinement rendue, puisque c'est bien ça le sujet. Un génocide, des génocides, Nathalie le disait, il n'y a rien qui ressemble plus à un génocide qu'un génocide. Vouloir supprimer quelqu'un sous prétexte de son ethnie, sa religion, en oubliant que nous sommes tous des hommes et des êtres humains. Et ce génocide a ceci de particulier, par contre, qu'il a particulièrement touché les femmes en les rendant esclaves sexuelles, victimes de violences sexuelles dont, vous le disiez, Madame la gynécologue, on ne sort évidemment pas indemne, mais ce ne sont pas les mêmes violences et ça génère un vrai psychotraumatisme qu'il est nécessaire de pouvoir prendre en charge. Donc aujourd'hui, la question de la reconnaissance du génocide n'est pas tellement celle qui se pose, puisque les mots, eux, ont été dits. Ils ont été dits, vous l'avez dit, en France, ils ont été dits en Allemagne, en Hollande, ils se sont dit aussi en Irak. Donc aujourd'hui, il s'agit beaucoup plus de savoir comment aller vers de la réparation. Et cette réparation, elle est autant humaine que effectivement liée au patrimoine, puisque comment revenir dans une région détruite sans pouvoir la reconstruire, mais elle est bien entendu humaine. Je parlais de psychotraumatisme, mais là nous parlons également de justice, puisque comment quitter cette position de victime tant que le bourreau, lui, n'a pas été puni et continue à vivre tranquillement sa vie de bourreau. Et donc, comment poursuivre par la justice? J'ai appris plusieurs choses, notamment le sujet des archives qui seraient à l'ONU et pas forcément disponibles. Donc ça, je pense que c'est un vrai sujet, puisque aujourd'hui les preuves existent. On sait qu'elles sont elles devraient être accessibles, en tout cas elles existent, et donc il est important de réfléchir aujourd'hui à comment on les rend vraiment accessibles pour que le sujet soit vraiment traité. Et là on en arrive à la question que vous avez tous posée aux représentants de l'Irak: quel tribunal, quand, quelle justice, comment est-ce qu'on se sert de ces preuves? Je n'ai malheureusement pas tout à fait entendu de réponse. J'ai entendu plutôt un appel aux pays qui interdisent la peine de mort. J'y reviendrai, je ne crois pas que ce soit ça la solution. La solution, c'est vraiment de punir, d'avoir une justice qui dit les choses et qui, donc la médiatisation de cette justice, mais pour que cette justice soit efficace, il faudrait qu'elle soit plus rapide. Je vois qu'il en est, c'est en France comme ailleurs, la justice est parfois un peu lente, mais parfois ça peut arranger certains qu'elle soit un peu trop lente, donc ce serait bien de pouvoir mettre un braquet un peu supérieur. Donc comment utiliser les preuves? Je le disais, une justice plus rapide et plus médiatisée. J'ai entendu la compétence universelle des États, ça peut être une solution si effectivement, pour le coup, l'État principal qui a été touché ne se saisit pas pleinement de cela. Il est vrai que les choses ont évolué. Une double incrimination, alors ça c'est une question qui n'est plus nécessaire. Je pense que c'est dans le terrorisme, mais pas encore, par exemple, sur les crimes sexuels, puisqu'on a des cas sur les violences sexuelles sur mineurs où la double incrimination est encore nécessaire pour pouvoir poursuivre. Et donc c'est un sujet qui existe encore. Je disais qu'il me semblait que la peine de mort n'était pas forcément la solution, parce que s'il y a une solution, alors là je vais être un petit peu
je vais essayer d'avoir ma part d'optimisme. Vous verrez que je finirai peut-être pas comme ça, mais si je voulais être optimiste et utopique, je me dirais que la seule façon de ramener la paix, c'est de vivre dans un monde en paix, d'apprendre la paix. Et donc, effectivement, notre première intervenante et survivante avait dit que l'éducation était évidemment nécessaire. J'y crois aussi. Je crois que si on apprend à vivre avec l'autre dans toute sa diversité, forcément nous vivrons dans un monde plus heureux. Alors c'est très utopique, j'en suis totalement consciente, et c'est une Française qui vous le dit, qui est juste terrorisée à l'idée de ce qui peut se passer dans les 15 jours qui viennent, où justement ce n'est pas cet idéal de paix et d'amour de son prochain qui est en train de vouloir monter dans les urnes. Mais malgré tout, et d'ailleurs, je ferai quand même le lien avec ce qui nous arrive aujourd'hui en France, parce que je crois que s'il y a un message à retenir, c'est de ne pas oublier, de toujours en parler tant que la solution n'est pas trouvée, mais même après, de toujours en parler pour ne jamais oublier pourquoi ça nous arrive, d'où ça vient, et essayer de faire que ça ne puisse pas recommencer. Je crois qu'une grande partie de notre malheur aujourd'hui en France, c'est qu'on a oublier quels étaient les fondements de ce qui nous est arrivé il y a de cela 70 ans, plus de 70 ans, 80 ans, 80 ans, oui, c'était le 80e anniversaire en plus, il y a de cela 80 ans, parce qu'on a oublié, parce que ça fait plusieurs générations et qu'on en parle comme de quelque chose qui en fait est aujourd'hui un peu éthéré au loin, et on oublie que c'est finalement ce qu'on nous promet pour demain, et c'est bien regrettable. Mais ici, dans cette maison qui est le Sénat, qui est une maison reconnue pour sa sagesse, je pense que une grande partie, et c'est grâce à ces sénateurs qui permettent de faire ces colloques, nous sommes là pour ne pas oublier et maintenir la mémoire vivante, pour être à vos côtés. Je reviens au sujet yézidi, pour essayer de solutionner ces problèmes et ne pas oublier. Voilà.